Je vais maintenant vous inviter à rencontrer une personne qui est conservateur honoraire du patrimoine, directrice du musée du pays de Sarrebourg de 1984 à 2011. C'est Dominique Eckenbrenner qui va nous parler de la place de l'archéologie dans le musée des années 1970. Tout d'abord, je souhaite que cette communication soit un hommage à Émile Decker, conservateur en chef du patrimoine, le collègue tant apprécié avec lequel j'ai travaillé, notamment au sein de l'Association des conservateurs des musées de Lorraine, où nous menions constamment une réflexion sur l'évolution des musées, mais aussi lors de la réalisation d'autres projets, notamment l'exposition de faïence d'Atlanta, de céramique, devrais-je dire, d'Atlanta aux États-Unis. Cet exposé est en quelque sorte un témoignage extérieur, puisque je n'ai jamais travaillé au musée de Sarreguemines, mais évidemment j'ai été associée à de nombreux projets, non pas d'une époque révolue, mais d'une période riche où les hommes et les femmes et les hommes d'exception ont été animés par la volonté de sauvegarder et de valoriser le patrimoine. Aujourd'hui, le musée de Sarreguemines est célèbre par ses collections de céramique, de faïence notamment, et par l'histoire de cette manufacture prestigieuse. Mais ce musée d'aujourd'hui n'est pas né ex nihilo. Sans doute n'aurait-il jamais vu le jour si, des années auparavant, un musée d'archéologie, fruit d'une réelle ambition, n'avait acquis une certaine notoriété. Créé le 25 décembre 1922 pour rassembler des objets ayant trait à la ville et à la région, le musée régional est ouvert au public en 1929 dans les locaux de l'ancienne caserne, comme on l'a rappelé tout à l'heure. Comme dans la plupart des musées de l'époque, Sarrebourg notamment, les objets sont collectés par don ou par achat sans qu'il y ait de sélection ou de projet précis d'acquisition, tout étant à la discrétion du conservateur. En 1969, le musée s'installe à l'emplacement de la vieille tour, angle rue de la Paix et du Moulin. Il rassemble des collections archéologiques collectées par la Société d'histoire et d'archéologie de Sarreguemines. À ce propos, il faut souligner le rôle fondamental qu'ont joué les sociétés dites savantes, à côté des sociétés d'amis de musées, dans le développement des musées. S'agissant justement des collections archéologiques, qui étaient parfois mal documentées, le fait marquant des années 70 est la réalisation de nouvelles fouilles autorisées par l'État. La fouille du site du Groswald à Saint-Reims-Mince, ceci est une photo d'archives que j'avais faite à l'époque sur le site du Groswald, apporte des données importantes sur l'occupation rurale du secteur de Sarreguemines, à l'époque gallo-romaine, et fournit un fonds de mobilier archéologique original. En 1970, Marguerite Pax, que l'on voit à droite sur la photo, devient conservateur du musée régional. Pour ceux qui l'ont connue, on peut rappeler son dynamisme, sa détermination, sa passion pour l'archéologie, bien sûr, qu'elle savait transmettre. Le musée est un musée contrôlé par la Direction des musées de France, label qui est l'ancêtre des musées de France d'aujourd'hui, est donc soumis à un certain nombre d'obligations en termes de normes de conservation et de compétences de personnel. Dans les années 70, il est de coutume de confier la gestion, la direction des musées aux archéologues qui œuvrent sur le terrain. C'est notamment le cas, par exemple, à Metz avec Gérald Collot ou à Sarrebourg avec Marcel Lutz. Petit focus donc... Pardon, j'ai été trop vite. Petit focus donc sur le site du Groswald, c'est une photo d'aujourd'hui, mais les peintures murales qui étaient encore en place lors de la fouille de Marguerite Pax, qui ont été déposées à ce moment-là, et un certain nombre de fragments avaient été collectés. C'est à cette occasion-là que j'ai rencontré Madame Pax, qui m'a confié l'étude de ces enduits peints dans le cadre de mon mémoire de maîtrise puis de ma thèse. Certaines plaques ayant souffert ou disparu ont pu être restituées grâce aux photos que Madame Pax avait faites et aux aquarelles que j'avais exécutées à l'époque. Et ces petits fragments que vous voyez là restitués viennent d'être publiés il y a un mois exactement dans un gros ouvrage consacré à la peinture murale romaine dans les cités des Médiomatriques et des Leucs.
Alors, très rapidement, un aperçu de quelques collections qu'a livré la Villa du Grosswald à Saint-Rincemin. Vous voyez un autel, un vase à dépression, une statuette de Victoire, un marteau de maçon, une clochette, quelques objets parmi, bien sûr, tant d'autres. Alors, quelques années plus tard, c'est l'arrivée d'Émile Decker qui va être déterminante pour le musée. Le musée a déménagé, il est désormais rue Poincaré. Et à titre d'anecdote, j'ai rencontré Émile Decker à la faculté de lettres de Nancy, où jeunes étudiants, nous avions fondé en 1969 ou en 1970 le GRAL, groupe de recherche archéologique de Lorraine, qui a disparu bien sûr depuis, au profit d'autres associations beaucoup plus brillantes. L'archéologie est désormais considérée comme un métier dans les musées, avant de l'être sur le terrain. On est archéologue dans le musée, mais on n'est pas encore archéologue professionnel sur le terrain. Le futur conservateur doit en effet faire une formation, des stages et être inscrit sur une liste d'aptitudes nationale. Et il faut attendre 1992 avant qu'il obtienne un véritable statut, que le conservateur obtienne un véritable statut. Mais néanmoins, tous les conservateurs devaient passer par une liste d'aptitudes à la direction des musées de France. En même temps, la conservation des collections est prise en compte, et c'est le rôle notamment de Christian Thévenin qui faisait les petites restaurations, le reste des objets étant confié généralement au laboratoire d'archéologie des métaux de Jarville. Le musée prend de l'extension en 1992 avec la création de 5 nouvelles salles archéologiques, et avec la Villa du Grosswald, ce sont 2 nouveaux sites récemment mis au jour par Jean Schaub, l'agglomération de Bliesbruck et l'atelier de bronzier du Heidenkopf, qui viennent enrichir les collections. Les 5 nouvelles salles dont on vous a parlé tout à l'heure proposent des thématiques liées à la vie quotidienne, le vêtement, les techniques de construction, les repas, l'agriculture, l'artisanat, quelque chose qui nous paraît maintenant un petit peu obsolète, mais c'était le cas alors dans la plupart des musées archéologiques, comme à Metz ou à Sarrebourg. Comme beaucoup de musées archéologiques, le musée de Sarreguemines est aussi un dépôt de fouilles. Ça, c'est la règle. Il n'y en a pas d'autre à ce moment-là en Lorraine. Sauf dans une cave à la Drac. Il se dote également d'une salle de documentation et d'un laboratoire de restauration. L'animation tient une place importante avec les visites de scolaires. Des projets innovants naissent au musée de Sarreguemines, notamment la création en 1984 du centre archéologique expérimental qui permettait aux archéologues de travailler sur les techniques anciennes. Intéressons-nous maintenant aux collections archéologiques conservées au musée de Sarreguemines. J'ai compté 2921 objets inventoriés aujourd'hui. Beaucoup sont bien sûr de provenance inconnue, mais la plupart viennent de sites archéologiques régionaux, sites anciens comme Roulin par exemple, sites anciens et plus récents comme le rappelle, puisqu'il y a eu des fouilles ultérieurement dont on va parler, la Villa du Grosswald, la Heidenkopf et bien sûr Bliesbruck. Toutes les périodes sont bien représentées, de la préhistoire chère à Émile Decker à la période gallo-romaine jusqu'au Moyen-Âge et à l'époque moderne. Alors c'est évidemment la période romaine qui est la mieux représentée. Nous avons évoqué précédemment le site du Grosswald. Voici à présent l'établissement et l'atelier de bronzier du Heidenkopf à Saint-Rincemin, destiné notamment à la fabrication d'imitations monétaires. Donc vous voyez Jean Schaub à droite. À preuve, cet objet exceptionnel... pardon, j'ai été un peu... Voilà. Donc quelques objets qui proviennent de l'atelier de bronzier du Heidenkopf et de l'établissement, puisque c'est un établissement et à la fois un atelier de bronzier. Alors la nouveauté également, c'est le site de Bliesbruck, l'agglomération du Bliesbruck, dont les fouilles qui a fait l'objet de nombreuses campagnes de fouilles sous la direction de Jean Schaub et de Jean-Paul Petit, et où les projets de recherche se poursuivent. Le site n'est plus à présenter, bien sûr, vous le connaissez tous. En revanche, beaucoup ignorent que le musée de Sarreguemines conserve, pas beaucoup, peut-être pas les gens qui sont ici, ignorent que le musée de Sarreguemines conserve une bonne partie des collections issues de ce site, tout simplement parce que le parc archéologique de Bliesbruck n'a pas le statut de musée, du moins pour l'instant. À preuve, cet objet exceptionnel, une Vénus dans un édicule en terre blanche.
ou encore une bague en or, un jeu d'osselet, une coupe en céramique et des appliques de meubles ou de coffres, ainsi qu'une arme qui montre que une arme mérovingienne qui montre que le village de Bliesbruck a un passé médiéval. Site emblématique de la région, fouillé au XIXe siècle par Heinrich Böcking et Émile Hubert, le Hérapel a fait l'objet de nouvelles recherches sous l'égide de Gilbert et de Roland Hoffmann. Les fouilles se sont concentrées sur la nécropole. Ah, il y a un bug. Pardon. Voilà. Les fouilles se sont concentrées. Les fouilles se sont concentrées sur la nécropole de Kolberg, bien conservée, comme on le voit sur la diapositive. Mais bien d'autres objets, parfois découverts de manière fortuite, témoignent de la vie culturelle et de la vie quotidienne de ce site exceptionnel. Par exemple cette statuette de femme, c'est un taille et de très nombreuses pièces de monnaie, bien évidemment. Avec l'émergence des fouilles préventives, les sites archéologiques sont découverts préalablement à la construction de lotissements ou de zones industrielles. Mais ainsi, un dépôt de 150 pièces de l'âge du bronze final a été mis au jour à Farey-Berswiller et déposé au musée de Sarreguemines. Donc là, on est effectivement... c'est une découverte, bien sûr, beaucoup plus récente. Des expositions temporaires, donc voici les objets de Farey-Berswiller, enfin quelques-uns des objets de Farey-Berswiller. Des expositions temporaires sont régulièrement présentées afin de valoriser les collections, de s'ouvrir aux découvertes régionales et de fidéliser le public. Alors, citons par exemple, en 1979, les découvertes archéologiques en Lorraine. En 1984, dans l'Antiquité, Bliesbruck en Moselle, bourgade gallo-romaine. En 1986, la Lorraine d'avant l'histoire, exposition qui inaugure une série d'expositions réalisées par l'Association générale des conservateurs des collections publiques de France, section fédérée de Lorraine, dont Émile Decker a été une cheville ouvrière. Et la même année, l'âge du fer en Lorraine à l'occasion d'un colloque. Ensuite, en 1989, c'est la Lorraine mérovingienne. Ce sont des expositions itinérantes qui passent dans différentes villes de Lorraine. Que ce soit à Metz ou que ce soit à Saint-Dié, à Sarrebourg, à Sarreguemines. Ensuite, la Lorraine antique, villes et villages. Et en même temps, la même année, Images de la vie, la nécropole gallo-romaine du Hérapel. Ensuite, en 1999, une magnifique exposition intitulée Du Hérapel à Berlin, Heinrich Böcking et le destin d'une prestigieuse collection archéologique. Une exposition extraordinaire qui réunit des objets de la nécropole du Hérapel fouillés par Heinrich Böcking en 1827 et conservés au musée de Berlin, au musée de Sarrebruck et au musée de la Cour d'Or à Metz. C'est une des plus belles expositions que j'ai eu à voir à Sarreguemines, d'ailleurs, en dehors, bien sûr, des expositions consacrées à la céramique. Au terme de ce tour d'horizon, et sur fond des collections telles qu'elles étaient proposées, comment les musées archéologiques ont-ils amorcé leur mutation? J'ai même dit une mutation souvent douloureuse. Pendant longtemps, les collections archéologiques avaient un statut à part au regard des musées des beaux-arts. C'est pour ça que j'ai dit œuvres ou objets. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, avec notamment le Code du patrimoine, entré en vigueur le 20 février 2004. Un certain nombre de textes réglementaires, notre circulaire du 19 juillet 2012, ordonnance, parmi tant d'autres bien sûr, ordonnance du 30 juin 2017. Ces textes ont clarifié les règles concernant le statut du mobilier archéologique, le parcours du musée, le parcours du mobilier au sortir de la fouille jusqu'au musée, par exemple avec de nouvelles notions comme les collections d'études. Le centre de conservation, alors nouveauté également, le centre de conservation et d'études de Lorraine, qui a vu le jour récemment, permet de conserver le mobilier archéologique sorti de fouilles dans de bonnes conditions. C'est un centre également d'études. Sur le territoire de Sarreguemines, outre le site de Bliesbruck, la villa de Grosswald fait l'objet d'une mise en valeur à l'initiative de Jean-Paul Petit, avec le soutien de la Fondation du patrimoine. Le projet scientifique et culturel, voici donc les
quelques idées sur les possibilités de mutation des musées aujourd'hui archéologiques, mais pas seulement, bien sûr. Le projet scientifique et culturel du musée permet de définir les objectifs et l'orientation du musée. La plupart des musées vont ainsi repenser la présentation de leur collection, souvent en utilisant de nouvelles technologies permettant la mise en place de nouveaux outils. Alors j'ai choisi deux exemples pour vous donner des exemples de mutation de musées archéologiques. Alors celui que je connais le mieux, c'est évidemment le musée de Sarrebourg, puisque j'y suis restée pendant 27 ans, et c'est moi qui suis effectivement à l'origine du musée qui a vu le jour en 2003. Alors, la ville de Sarrebourg, on a beaucoup réfléchi, la ville de Sarrebourg a pris l'option de créer un nouveau musée dont les salles peuvent accueillir des collections archéologiques importantes, centrées sur les sites du Piémont vosgien, la villa de Saint-Ulrich, la ville romaine de Tarquimpol et la ville romaine de Sarrebourg. Le musée est de surcroît doté de grandes réserves, puisque évidemment ça s'impose pour l'archéologie. Le choix, souvent drastique, s'est porté sur le mobilier bien documenté, le reste étant en réserve. Précision qui a son importance, à côté des collections archéologiques, les faïences et les porcelaines de Niederwiller constituent à Sarrebourg un département à part entière, fruit d'acquisitions et de recherches qui ont donné lieu à de nombreuses expositions. Alors, je vous ai également présenté un petit musée qui va devenir très grand d'ailleurs. C'est le musée du Thillot, une petite ville de 5000 habitants, qui est un musée archéologique qui s'est développé à partir du site des mines de cuivre du duc de Lorraine, qui ont été fouillées donc depuis une trentaine d'années. Il est en constante évolution en fonction des nouvelles découvertes. Donc maquettes, présentations didactiques ou ludiques, mobilier archéologique unique, comme de grandes pompes hydrauliques du XVIIIe siècle, découvertes en fouille et présentées au public. Alors, pour conclure, ma conclusion est un petit peu provocatrice, je l'avoue. Alors, j'en parle d'autant plus facilement que, ayant géré le musée de Sarrebourg pendant 23 ans, j'ai passé beaucoup plus de temps à travailler sur les faïences et les porcelaines de Niederwiller que sur l'archéologie, alors que j'étais archéologue de métier au départ. Et donc, je peux me permettre de dire que cette rétrospective interpelle parce que pour ma part, quand on a entrepris une bonne partie de sa vie les fouilles archéologiques, quand on s'est engagé fermement dans la protection du patrimoine et la conservation du patrimoine, quand on a fait essayer au moins de faire évoluer les musées d'archéologie pour les rendre plus attractifs, il m'est très difficile d'assister à la disparition, j'ai même parlé de liquidation de manière un peu provocatrice, d'un musée archéologique, même si on sait que les collections ne vont pas être évidemment liquidées, puisqu'elles seront conservées, mais éventuellement ailleurs. Enfin, je ne connais pas la teneur du projet, j'ai quelques bribes d'informations. Donc voilà. Mais si l'on sait que c'est mieux valoriser effectivement l'exceptionnel patrimoine artistique et technique que constituent les faïences de Sarreguemines, évidemment, on peut se poser la question. Je pense que Marguerite Pax, Émile Decker, Christian Thévenin ne me contrediraient sans doute pas. La région de Sarreguemines, j'insiste un petit peu là-dessus, est archéologiquement très riche, ce n'est plus à démontrer. Comment comprendre en fait que les visiteurs du site de Bliesbruck, qui n'est pas un musée, et qui peut-être pourrait le devenir, et qui ne compte plus malheureusement aujourd'hui de conservateurs, des sites du Herapel, du site du Grosswald, ne puissent pas voir le mobilier qui a été mis au jour. Ils pourront voir les sites, mais ne pourront plus voir le mobilier. D'autant plus que d'autres sites, par exemple Épin, ça c'est une idée un petit peu en l'air, Épin qui a fait l'objet d'une très belle fouille, enfin en tout cas d'une nécropole très intéressante, ont livré un mobilier qu'il serait intéressant de présenter. Parce qu'aucune vidéo, aucune publication, aucune application ne peut remplacer le contact avec l'objet. Et ça a été déjà dit par les amis du musée de Sarreguemines. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci.